On va s'asseoir là. Bonsoir à tous. Je vais essayer de jouer le rôle du TGV pour accélérer, puisque tous les thèmes ont été énumérés. Donc on va commencer directement. Bienvenue d'abord. Merci d'être là pour encourager ces jeunes qui s'activent dans le domaine politique, vous qui aimez l'engagement des jeunes en politique. On va commencer par le désaveu, dernier point. Le désaveu vis-à-vis du politique en Tunisie, les raisons. Oui, d'abord, merci à vous tous et à vous toutes d'être là, de me faire l'honneur de votre présence. J'apprécie beaucoup l'initiative de Tunisien Think Tank et je suis très heureux de savoir que cela existe. Je suis content aussi de reprendre langue avec mon vieil ami Tawfiq Bjaïd, que je connais depuis les années 90, quand je luttais contre la dictature. Maintenant, pour aller droit au but, quelle est la question? Accusation plutôt? Le désaveu, le désenchantement vis-à-vis du politique. Très bien. Là, je vais être très franc et peut-être même aller droit au but, à savoir que donnez-moi un pays où la classe politique n'est pas mise à l'index. C'est un phénomène, je dirais, universel et international. Ceci n'est pas du tout évidemment, pour noyer le poisson, mais c'est la réalité. Deuxièmement, s'il y a une espèce de, comment dire, de jugement négatif de la population vis-à-vis de la classe politique, je peux vous assurer aussi que moi, en tant que militant, en tant qu'homme politique aussi, je peux avoir aussi un regard désabusé aussi sur un certain nombre de gens qui ne s'engagent pas, mais qui sont là pour critiquer. Moi, je me rappelle toujours cette parole de Thucydide dans la guerre de Péloponnèse, vous savez, cet historien grec qui disait « Nous, les Athéniens, considérons que les hommes et les femmes qui ne s'occupent pas de politique sont des citoyens inutiles. » Malheureusement, il y a un certain nombre de citoyens inutiles et je suis très heureux de savoir que vous n'en faites pas partie. Donc, si vous voulez, les reproches sont mutuels. Et ensuite, n'oubliez pas une chose, c'est que de toutes les façons, la classe politique est toujours à l'image de la société. Une bonne société crée une bonne, une bonne classe politique et inversement. La classe politique n'est jamais que le reflet, un peu exagéré dans un sens ou dans un autre d'une société. Donc, regardons-nous tous mutuellement et acceptons à la fois nos défauts. Et surtout, là j'arrive à la moitié du verre plein, n'oublions jamais que nous sommes dans un processus. C'est un processus lent, un processus difficile, un processus conflictuel dans lequel un peuple de sujets est en train de se transformer en peuple de citoyens. Je suis heureux de faire partie de ce processus. J'en assume et j'en accepte tous les aspects négatifs, tous les aspects parfois désagréables, parfois même décourageants. Mais ayant vécu un certain nombre d'années, je peux vous assurer que le processus est en train d'avancer et je suis très heureux d'en faire partie. J'espère que vous aussi, vous continuerez, surtout les jeunes, ce processus pour que cette lente transformation de peuple de sujet en peuple de citoyen s'accélère. Et à ce moment-là, vous verrez que cette vindicte partagée entre les hommes politiques et les citoyens va peut-être s'apaiser progressivement. Y a-t-il une nécessité de réforme constitutionnelle? Niet, niet, niet. J'ai fait partie des gens qui ont beaucoup milité pour cette constitution. L'idée fondamentale que j'ai défendue, et ce, depuis que j'étais dans l'opposition, c'est que nous, les Arabes, nous, malheureusement, nous avons une espèce de génétique encline à l'autoritarisme. Et il fallait défendre les jeunes générations contre le retour d'un dictateur. Alors j'ai beaucoup discuté avec nos amis de Nahda qui, eux, voulaient un régime parlementaire. Et je leur ai dit, mais attendez, Madame Gandhi qui avait installé une dictature à la fin de sa vie, et qui a payé chèrement d'ailleurs cette dictature, était Premier ministre. Hitler était Premier ministre. Mussolini était Premier ministre. Franco était Premier ministre. Donc le régime parlementaire ne protège pas contre la dictature. Et inversement, le régime présidentiel, lui, c'est le chemin tout tracé vers le présidentialisme et la dictature. Mon obsession à moi, avant l'écriture de la Constitution, pendant et après, c'est de protéger les jeunes générations contre le retour de la dictature. C'est la raison pour laquelle j'ai tout fait pour que, effectivement, le pouvoir soit partagé de telle façon que ni le Premier ministre ni le Président ne puissent devenir dictateurs. Ça, c'est pour moi la chose la plus importante. La chose la plus importante aussi dans la Constitution, c'est justement de donner de pouvoir aux citoyens. Et c'est la raison pour laquelle l'article 7, pas l'article 7, le chapitre 7 de la Constitution, j'ai mis toute ma force pour qu'on reconnaisse enfin le droit à l'autogestion politique en transformant ces 24 wilayas
en 6 grands, on a appelé ça des aqalim, des provinces, avec des pouvoirs. Donc des pouvoirs donnés aux citoyens pour gérer leurs propres affaires et notamment au niveau de donc de l'évolution économique, etc. Et c'est cet article-là, c'est cette partie-là qu'ils veulent éliminer. Ils veulent nous ramener à l'ancien système où vous avez un régime présidentialiste en prétendant que tous nos ennuis viennent du régime de cette division des pouvoirs, alors que c'est absolument faux. C'est leur gestion et calamiteuse qui est à l'origine de nos difficultés, parce que n'oubliez pas que pendant ces 5 années, le Premier ministre, le président de la République et le président du Parlement étaient tous du même bord politique. Par conséquent, ils avaient tous les moyens de gérer correctement le pays et la Constitution n'avait strictement rien à voir avec ça. Donc, pour moi, il faut garder cette division pour protéger les jeunes générations contre la dictature et il faut garder surtout le chapitre 7, Aqalim, al-Hukm al-Mahalli, parce que c'est ça aussi qui va donner à notre peuple la capacité de gérer ses affaires à la base. Et ils en veulent à ces 2 articles, ils en veulent assez, parce qu'ils continuent à fonctionner sur le logiciel des années 50, le régime autoritaire, le régime centralisateur, le régime où une bureaucratie de Tunis peut gérer le pays, et vous avez vu quel est le résultat de la gestion depuis 60 ans. L'État a-t-il besoin de réformes et lesquelles? Bien entendu, l'État a besoin de réformes, notamment de réformes structurelles, essentiellement donc de redonner du pouvoir aux citoyens à travers les municipalités. Vous savez que j'avais été dès le départ extrêmement précis sur cette question. Dès 2011, j'avais dit qu'il faut absolument accélérer la création des vraies municipalités. Fort heureusement, bon, on a mis du temps, mais maintenant elles sont là. Maintenant, il faut passer au stade supérieur, à savoir la création donc, des provinces, donner du pouvoir. Ce n'est pas un pouvoir comme ils prétendent, on va scinder le pays, on va faire du régionalisme. C'est totalement faux. C'est totalement faux. C'est tout simplement de donner du pouvoir aux gens pour gérer leurs affaires à râler pas crête. C'est ça ce que je voulais. Et c'est comme ça que vous savez très bien qu'en France, l'État centralisateur que nous avons copié bêtement, eh bien, même cet État centralisateur dans le pays du centralisme qui est ici la France, on a fait donc de la régionalisation. Tous les pays qui veulent avancer doivent régionaliser, doivent donner du pouvoir aux citoyens. Mais ces gens-là, le logiciel des années 50, il y a un chef, il y a un parti politique, il y a une bureaucratie et on contrôle la société. Nous sommes encore dans un état de contrôle. Nous sommes encore dans le logiciel de Bourguiba et de Ben Ali. L'État est là pour contrôler les citoyens. Pour moi, le logiciel doit être totalement différent. L'État est là pour servir les citoyens, pas pour les contrôler. Et à partir du moment où on passe de la logique du contrôle à la logique du service, on change totalement de paradigme. Et évidemment, toutes les réformes qui viennent sont dans ce sens-là. Vous étiez à la manette en tant que président de la République. Absolument. Comment un président peut-il ouvrir de nouveaux horizons économiques? Écoutez, moi, si vous voulez, par rapport à tous les autres candidats, je peux dire j'ai fait. Je ne peux pas dire je vais faire, j'ai fait. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Les gens se souviennent très bien que j'avais emporté, on avait affrété un avion et dans lequel il y avait une centaine de chefs d'entreprise et nous sommes allés visiter 5 États africains pour chercher des marchés pour le pays. Nous l'avons fait. Et c'est ce qui devrait être fait, parce que vous savez que l'Afrique subsaharienne, nous sommes l'Afrique. L'Afrique subsaharienne est en train de se développer, certains pays à un rythme fou, 7%, comme pour la Côte d'Ivoire, le Sénégal, l'Éthiopie, etc. Il y a des gros marchés pour notre petite économie, parce que malheureusement, le marché qui devrait être le nôtre, à savoir le marché du Maghreb, est cloisonné et il est fermé. Le Maghreb est mort. Le projet du Maghreb est mort-né en 1996, Marrakech I. J'avais essayé en 2012 donc, de relancer le processus, et j'avais appelé ça Marrakech II. Je continue de l'appeler ça Marrakech II. Malheureusement, la guerre civile en Libye nous a complètement cassés, parce qu'effectivement, si la Libye n'avait pas explosé, on aurait pu résoudre un certain nombre de nos problèmes économiques. Avec le Maroc et l'Algérie, le blocage. Maintenant, j'espère beaucoup qu'avec la nouvelle donne en Algérie, on va recréer la dynamique Marrakech II avec le marché africain, qui est extrêmement ouvert. Les Africains subsahariens aiment beaucoup la Tunisie, ils m'ont toujours dit
vous nous donnez les mêmes services qu'en Europe, 30% moins cher, qu'il s'agisse de santé, qu'il s'agisse d'éducation, etc. Et ce serait dommage que la Tunisie perde cette carte. Ensuite, le Maghreb. Et plus tard, peut-être les marchés asiatiques, parce que là aussi, il va falloir qu'on diversifie nos relations. Moi, je suis tout à fait d'accord pour que, compte tenu des relations historiques avec la France, avec l'Europe, nous continuons à les développer. Mais la Tunisie doit absolument s'ouvrir à d'autres aires, que ce soit sur le plan linguistique, que ce soit sur le plan économique, que ce soit sur le plan politique, etc. Nous avons besoin d'air, nous avons besoin de grands espaces. Et la Tunisie, qui a la chance d'être un peu à la croisée des chemins, à la croisée de l'espace maghrébin, africain, européen, méditerranéen, etc., doit jouer cette carte de l'ouverture et de la diversification. Toujours dans le domaine économique, vous êtes pour le libre-échange ou pour la régulation? Alors, moi, je suis un ancien socialiste de la vieille école. C'est-à-dire que moi, je suis un keynésien. Cette histoire de privatiser, vous allez gagner en efficacité et en coût, c'est zéro. Pour moi, c'est une des grandes fumisteries, cette histoire de privatiser, il en restera quelque chose. Il en reste beaucoup de misère, beaucoup d'inégalités. Moi, je suis encore une fois pour une économie, un trident économique. Le premier trident, c'est un État puissant, structuré, qui gère les services publics, comme ici en France. Nous avons besoin d'une gestion forte, équilibrée à la fois des problèmes de transport, de l'éducation. L'éducation doit rester dans le domaine de l'État. Sinon, ce qui se passe actuellement, vous avez les pauvres qui sont dans des universités qui croulent, qui se désagrègent, et bientôt il n'y aura que des rats joués dans les couloirs. Et vous avez le même système hospitalier. Actuellement, à Jandouba, j'étais à Jandouba hier, avant-hier, ils ont voulu m'emmener à l'hôpital qui s'appelle l'abattoir. Donc vous voyez un peu, il faut que l'État reprenne la main sur toutes les questions essentielles des services publics. Et il faut une économie solidaire et communautaire, comme par exemple l'expérience de Jemna. Il y a énormément de travail là à faire, cette économie solidaire qui est à râler-pas-crête, les petites entreprises, les petits travaux, etc. Parce que ça, c'est une solution. Plus une économie libérale. Moi, je ne suis pas contre l'économie libérale, mais que ce ne soit pas l'économie des corrompus, que ce ne soit pas l'économie des trusts, l'économie des grandes familles qui se sont emparées un peu de tout ça. Alors, s'il vous plaît, tout de suite, je vais répondre à la question. Oui, mais vous avez été président, qu'est-ce que vous avez fait? Eh bien, justement, si je ne suis pas resté président, si j'ai quitté le pouvoir en 2011-2013, c'est parce que, justement, nous étions attaqués aux familles. Nous avons quand même récupéré quelque chose comme 300 sociétés qui étaient aux mains de tous ces corrompus. Nous avons lancé la bataille contre la corruption et on l'a payé très cher. Mais je ne le regrette pas. Si c'était à refaire, je le referai. Parce qu'aujourd'hui, l'économie tunisienne est une économie de plus en plus mafiosisée, de plus en plus tenue par des holdings, par des familles. C'est une fausse économie libérale. Ce n'est pas du tout une économie libérale, c'est une fausse économie libérale où il n'y a absolument pas de compétition réelle, où il y a des protections de tout genre. Et il va falloir en finir avec ça. Bon, on passe à la sécurité et les défis. Oui. Vous avez une vue panoramique sur l'Algérie et la Libye. Absolument. Alors, quand on voit la situation, est-ce qu'on peut mettre en place un processus pour dire on va faire ça en tant que président de la République? On a fait, encore une fois, pendant ma présidence, la Libye a été une question de politique intérieure. Ce n'était pas une politique extérieure. Tous les matins que Dieu a fait, le dossier libyen était sur ma table. Et j'ai reçu à la fois à la présidence, à la fois dans la maison de fonction, tous les acteurs libyens. Pendant 3 ans, un certain nombre de problèmes politiques libyens sont réglés en Tunisie. Ensuite, quand nous sommes partis, quand la nouvelle équipe est arrivée, hop, c'est devenu une politique, à la limite, où on a l'impression que la Libye se trouve au pôle sud. Et ce sont les Marocains qui se sont emparés du dossier. Les accords de Skhirat ont eu lieu à Skhirat, c'est-à-dire au Maroc, pas en Tunisie. Alors que c'est nous qui aurions dû... c'est nous les premiers intéressés. Donc, pour la Libye aujourd'hui, la politique tunisienne est de dire nous sommes avec le gouvernement reconnu par la communauté internationale. Nous espérons qu'ils vont se mettre d'accord.
nous ferons tout pour qu'ils se mettent d'accord, parce que la Tunisie a besoin de la Libye a besoin de la Tunisie. Ce sont deux espaces qui sont tellement interconnectés qu'on ne peut pas les séparer. Avec l'Algérie, les choses sont en train de donner. Il faut que vous sachiez que de 2011 à 2013, le pouvoir algérien a été extrêmement négatif vis-à-vis de nous. Et je peux vous assurer qu'ils ont beaucoup travaillé contre nous. Ils ont refusé toutes les initiatives que je leur avais proposées du développement commun, notamment dans nos frontières des provinces frontalières. Et leur hostilité ne s'est jamais démentie. Et pour cause, ils avaient peur de la révolution tunisienne. Et d'une certaine façon, ils ont eu raison, puisque maintenant, elle les a atteints. Quelques années plus tard, mais ça les a atteints. Et je peux vous garantir que j'éprouve comme ça une espèce de schmette. Hein. Excusez-moi, mais il y a 2 ou 3 premiers ministres avec lesquels j'ai eu des rapports extrêmement conflictuels. Et le fait de les savoir en prison me fait un grand bien. Un grand bien. Hein. Maintenant, j'attends que le grand peuple algérien, qui est en train de liquider toute cette classe corrompue, il va mettre en place des gens honnêtes, et j'espère que nous serions tous là sur la même longueur d'onde pour relancer Marrakech II, c'est-à-dire un espace maghrébin commun, et entre l'Algérie et la Tunisie, le grand rêve que j'avais, c'est-à-dire que toute cette zone frontalière soit une zone franche, commune, de développement que nous ferons ensemble, qu'il s'agisse de lutter contre le terrorisme ou de lutter contre la pauvreté et la misère. Bon, parmi vos prérogatives en tant que président de la République, c'est la sécurité et la politique extérieure de la Tunisie, la politique étrangère. Oui. Et là, au think tank, ils pensent à une défense populaire, c'est-à-dire, est-ce que la société civile peut avoir un droit de regard sur tout ce qui touche à la sécurité collective du peuple? Attendez, il faut remettre les choses dans leur contexte. Aujourd'hui, il y a quelques actions terroristes qui sont là, télécommandées. Vous savez, on a eu, à l'ouverture de la campagne, une action terroriste. Et ça, je m'y attendais. Je me suis dit, ils ne vont pas nous laisser tranquilles. J'ai bien peur qu'il y aurait quelques actions ici, par là. Mais ce n'est pas ça qui pose le plus grave danger pour le pays. Le plus grave danger pour le pays, pour le moment, c'est cette espèce de sentiment d'insécurité. On a l'impression que la criminalité est en train d'augmenter. Partout où je suis, parce que vous savez que je suis en campagne et je continue. Demain, je suis à Monastir, à Mahdi, etc. Je cours. Et partout, c'est la même chose. Vous êtes en marche. Absolument. On m'a dit que... On m'a dit que le grand problème, c'est l'insécurité. Il y a beaucoup de criminalité. Et cette criminalité, en fait, elle est le produit de la misère, de la pauvreté qui est en train de s'aggraver en Tunisie de façon extraordinaire. Et donc, le premier problème, c'est d'assurer la sécurité des citoyens, mais ne pas faire que du traitement symptomatique. Parce que là, il y a un certain nombre de candidats qui sont dans le traitement symptomatique. Allez, on va revenir à l'état fort. Allez, on va mettre des flics partout. Allez, on va revenir à la cravache, etc. Pour moi, c'est un crime. Parce que ce n'est pas comme ça qu'on règle le problème. Oui, il faut assurer le minimum de sécurité aux citoyens, mais il faut surtout traiter les racines. Revenir tout de suite au développement régional, refaire tourner la machine économique, arrêter cette hémorragie, parce que je veux dire que la corruption est en train d'anémier la Tunisie, c'est un véritable gâchis. Et on a les moyens en Tunisie, en arrêtant cette hémorragie de la corruption, de revoir la dette, de revoir tous ces gens qui ne payent pas leurs impôts, etc. On a les ressources pour développer notamment les régions intérieures. Donc c'est ça la sécurité pour moi. La sécurité, c'est pas seulement de lutter contre la criminalité, mais de lutter contre les causes. Maintenant, les causes extérieures, je vous garantis que nous avons une armée, nous avons une police qui est solide, nous avons un peuple uni, et par conséquent, il n'y a pas de danger qui va venir de l'extérieur. Ils ont essayé en 2011, 2012, 2013, ils n'ont jamais réussi à déstabiliser la Tunisie. La Tunisie est comme une forêt après la pluie. Vous ne pouvez pas mettre le feu dans une forêt après la pluie. Donc, soyez tranquilles, il n'y a pas de danger, même s'il y a des actions terroristes. Nous sommes un peuple uni, structuré, l'État est fort, les Tunisiens unis, et il y a une homogénéité, une grande homogénéité dans le peuple, donc il n'y a pas de risque. On ne va pas se mettre dans la tête que là, il va falloir faire une armée populaire pour lutter contre qui?
On n'a pas d'ennemis extérieurs. Les seuls ennemis sont chez nous, notre structure, notre mauvais fonctionnement. C'est ça nos véritables ennemis. Vous voyez que la dictature du temps me rend ponctuel. Je suis désolé. Je répondrai volontiers à vos questions. Je suis désolé, mais je suis en train de courir. Là, j'ai une réunion là, à l'autre bout de Paris. Je prends l'avion demain à 5 h du matin. Je suis à Monastir, je suis à Sousse, je cours. Priez pour moi ou applaudissez-moi. En tout cas, merci. Merci beaucoup. Voilà, c'est presque 20 minutes, c'est bon.